Bonsoir, moi je voulais aborder un tout autre sujet qui est celui des sanctions. En ce moment, chaque semaine ou chaque jour, on a une annonce d'une amende, d'une sanction, d'une transaction amiable entre une banque et un régulateur qui se compte en centaines de millions, voire en milliards d'euros. Très récemment, on a eu la Commission européenne qui a infligé des amendes pour avoir manipulé les taux d'intérêt à une série de banques européennes. Et les traders concernés sont rarement mis en cause, les dirigeants encore moins. Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il faut durcir le régime de responsabilité des dirigeants bancaires et envisager des responsabilités pénales? Première question. Et deuxième question, est-ce que l'Europe est capable de faire ça? Bon, ben ça tombe bien parce que j'ai deux questions sur la responsabilité des dirigeants, donc c'est parfait. Alors, qui veut répondre? Madame Joly. La responsabilité pénale des dirigeants, elle existe. Manipuler les Libor, utiliser est un délit. Et c'est donc au parquet d'enclencher une enquête. Le problème, c'est que ça dure très longtemps, que c'est très compliqué, que ça aboutit rarement. Et vous avez pu observer que en Europe, ça n'a jamais été le cas aujourd'hui. Le délit de présentation de faux bilans, qui est très fréquent dans le secteur bancaire, parce qu'évidemment, Unicredit, avant de passer 9 milliards de provisions, le bilan était faux, parce qu'elle n'a pas découvert ça du jour au lendemain. Et donc, on voit bien là qu'il n'y a pas une équipe de substituts, d'enquêteurs pour venir dire mais votre bilan jusqu'à tel jour, depuis combien de temps vous saviez, est-ce que vous avez communiqué au marché, est-ce que vous avez dit évidemment, tout ça, ce n'est pas vrai. Le secteur bancaire, je pense qu'il pratique tout ce qui peut être fait sera fait. Et que le délit d'initié est incroyablement répandu, jamais puni, à peu près jamais puni. Et les mécanismes sont multiples et connus. Et donc, ce n'est pas le problème de l'existence de la responsabilité pénale, ce n'est pas le problème d'absence de règles. On les a, toutes ces règles, mais c'est leur difficulté de mise en œuvre parce qu'ils sont en compétition avec toute autre sorte de délinquance. Et ça a été vraiment une partie de mon combat, qui est de dire qu'il s'agit d'une délinquance gravissime qui crée beaucoup d'injustice et que donc il faut renforcer l'appareil judiciaire qui permet de détecter, de poursuivre et d'obtenir des jugements. Mais dans l'état de dénuement de la justice des États, françaises ou italiennes, à l'exception peut-être de l'Allemagne, ce n'est pas demain la veille. Donc c'est pourquoi les amendes infligées par les régulateurs est un moyen, parce que c'est plus rapide. Et on a vu aux États-Unis, on a vu Morgan Stanley par exemple avoir des amendes, c'est pas en centaines de millions, c'est en milliards. Milliards de dollars. Oui. Mais quand ils prennent une amende de 13 milliards, c'est toujours qu'un pourcentage du résultat annuel. Donc, on voit bien. Et pour moi, c'est un tiers de leur bénéfice annuel. Et pour moi, ce n'est que le jour où Diamond prend un risque dans sa liberté et dans son honneur personnel que cela changerait. Ce n'est que lorsque ODA sait que les manipulations je veux dire, qu'il risque quelque chose dans son honneur et de sa liberté à lui, que ça prendra fin. Et jusqu'à là, aussi longtemps, l'impunité est réellement organisée. Et Madame. Ça, c'est... Là, vous autres députés européens, il faut que vous fassiez quelque chose. Hein, vous avez entendu non, sauf qu'il y a un débat qui est totalement d'actualité là-dessus. Hein. C'est un sujet sur lequel, moi, je trouve toujours fascinant la comparaison entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Parce qu'on sait bien qu'aux États-Unis,
il y a des peines pénales qui sont prononcées. Alors, est-ce que c'est pour l'exemple et que ça les calme 2 minutes? Bon, ça n'empêche pas totalement l'économie casino de se développer aux États-Unis, mais il y a des peines pénales et ça veut dire quelque chose. Il y a des types qu'on a vus en prison. Bon, en France, ça n'existe pas et ça n'existe pas non plus à l'échelle. Enfin, si, à Kerviel, d'accord, mais il a payé pour beaucoup. C'est quand même très particulier. Hein? C'est quand même très particulier l'exemple Voilà, de Kerviel. très particulier. Ah oui. Non, mais donc. Simplement, dans l'actualité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle européenne, il y a plusieurs textes qui viennent d'être examinés, où la question de l'inscription de sanctions pénales était à l'ordre du jour, et qu'il y a un veto complet des autres États membres pour le faire. Donc, c'est un combat qui est totalement ouvert. Et moi, je pense que c'est un des points où on ferait bien parfois de s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis et d'avoir ici ou là parfois des sanctions pénales qui soient appliquées. Ça suppose au niveau européen c'est un combat pour le prochain mandat. Hein. Pour l'instant, il y a des États membres qui ne veulent pas entendre parler de sanctions pénales à l'échelle européenne. Et puis ensuite, ça suppose aussi qu'on les utilise là où elles existent. Hein. Exactement. Est-ce que la France, de son côté, a quand même envie de faire quelque chose? Ou est-ce que c'est... Oui. Ah non, non. Enfin, Justement, si. c'est parce que comme j'entends dans la salle, allons-y. Non, écoutez, attendez, moi, à chaque fois, mon collaborateur, je ne vais pas faire comme Constance Le Grip, mais c'est lui qui, avec Juan, on a beaucoup travaillé là-dessus. Non, pardon. Il est candidat. Il est candidat. Non, mais on a, avec un certain nombre d'organisations, beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et il y avait une demande, la position de négociation, mais je ne suis pas représentante de la France, je suis députée européenne, mais il m'arrive de lire les positions que propose la France à la négociation au Conseil. Et il y avait des propositions pour soutenir les sanctions pénales, et in fine, ça a été abandonné parce que c'était un blackout et ça bloquait l'ensemble du texte. Voilà. Donc c'est un combat qui est devant. Okay. La justice, elle est nationale, elle n'est pas du tout européenne, comme chacun sait. Oui, et je voudrais m'inscrire un peu en faux en ce qui concerne les mérites de la justice américaine. Il y a Madoff, effectivement, il y a quelques cas emblématiques. Mais lorsqu'on regarde le rapport de la sous-commission du Sénat dirigée par le sénateur Levin, qui a vérifié, par exemple, le comportement de Goldman Sachs, qui énumère les délits commis, il n'y a pas eu de procureur derrière pour prendre le dossier. Ils font des transactions, c'est-à-dire qu'ils vont, c'est là, à la base de ce rapport, ils vont faire des énormes transactions, mais les dirigeants ne risquent rien, eux. Oui, parce que la question, elle était bien sur les dirigeants. Vous parliez justement de Kerviel, justement, ça n'a pas touché les dirigeants. Monsieur, pardonnez-moi, je n'ai pas noté votre nom. Olivier Régis. Monsieur Régis. Candidat. Oui. Pas encore collaborateur, mais ça... Bien compris. Il n'y a rien de péjoratif. Allez-y. C'est amusant parce que quand on est dans le secteur de l'économie et qu'on est citoyen, qu'on travaille dans une entreprise, on entend dans les débats publics exactement la même chose sur la responsabilité pénale des politiques. Donc c'est toujours très intéressant de regarder ceux qui regardent les politiques et ceux qui regardent les entrepreneurs. Et les deux se renvoient souvent la balle en disant « mais vous les politiques » et puis après les politiques disent « vous les entrepreneurs ». Très souvent on entend cela. Sur la question de la déontologie, puisque... Je me sens politique aujourd'hui. Donc Oui. Non, mais je veux dire, la question, elle est posée parce qu'on voit bien que dans le secteur financier, quand on impose une amende, ça n'a pas beaucoup d'effet sur le changement de comportement. Donc c'est ça le sujet. Alors, je vais vous donner quelques exemples parce qu'il faut quand même parler de choses concrètes. Quand on est cadre d'une banque française, je l'ai été, et je vais donner un exemple très précis. J'ai été directeur des affaires marché de capitaux de Natixis, une banque française qui émane de la Caisse des dépôts, qui est une émanation historique de la Caisse des dépôts et consignations. Je voudrais bien que... Si je témoigne, c'est parce que ça a un intérêt pour la compréhension de ce sujet. Et si personnellement, en 2003, j'ai décidé depuis donc près de 11 ans de servir le service public, c'est parce que, en tant que citoyen, responsable d'activité, vous avez la possibilité, lorsqu'on vous demande de signer un bilan, de dire que vous mettez votre responsabilité pour cautionner la valeur des produits dérivés, par exemple. Vous avez deux solutions. Soit vous considérez que vous êtes très bien payé et qu'il faut rester dans ce système, soit vous considérez que votre éthique personnelle, votre déontologie, celle qu'on vous a apprise à l'école, à l'université, puis ensuite dans l'entreprise, quand il y a des règles déontologiques, et les banques américaines en font partie, et là vous dites à ce moment-là, écoutez, c'est sans moi, et vous ne le faites pas.
Et moi, j'ai l'honneur et le mérite d'avoir pu, à une époque de ma vie, maîtriser ces techniques financières, avoir mon engagement politique, qui est celui que j'ai aujourd'hui et que je défends, et de dire à un moment donné, eh bien, ces positions d'une banque française, émanant très proche de l'État, très proche du lobbying étatique, a malheureusement, sur des positions qui sont écrites, dérivé. Et 1 an avant que ces positions soient connues, en tant que dirigeant, en tant que directeur, en tant que responsable d'activité, vous pouvez lever la main et dire, en tant qu'éthique personnelle, ce qu'aurait pu faire M. Mussier à la Société Générale à l'époque, ce qu'aurait pu faire un certain nombre de directeurs, dire, écoutez, non, ça, éthiquement, je ne le ferai pas et je ne signerai pas. Et vous avez le droit en tant que citoyen, si vous travaillez dans cette entreprise, de dire, non, c'est possible. Je le dis parce que, trop souvent, on pense qu'on est amené à travailler dans un secteur bancaire de ce type et que c'est juste facile, bien payé et que c'est un casino permanent. Eh bien non, l'éthique et la déontologie s'appliquent. Je voudrais dire un mot, et pour finir là-dessus, sur les banques américaines. J'ai connu les deux. J'ai connu le groupe Suez, le groupe Paribas, le groupe Lehman Brothers et le groupe Natixis. J'ai fait 17 ans, après mes études universitaires et avoir enseigné 7 ans à l'université, j'ai fait ce métier avec passion. Je dis juste une chose, c'est que dans les banques américaines, l'aspect déontologie et ce qu'on appelle le compliance officer et les risques qu'il vous écrit lorsque vous signez votre contrat de travail sont clairement identifiés. Vous avez le risque personnel de vous faire dégager en 2 minutes sans aucune indemnité. Je le dis très clairement parce qu'il y a des transactions à très haut niveau, mais pour les citoyens qui ont accédé à des postes de responsabilité simples, votre job est un job sur siège éjectable. Et les Américains ne plaisantent pas avec ces questions-là, que ce soit la policy sur les questions de mœurs, sur la policy sur les questions financières, les délits d'initiés, ils sont extrêmement sévères. Je vais vous dire qu'avec beaucoup de fierté, quand on était jeune étudiant, on rêvait de travailler parce qu'on avait appris la finance dans des grands groupes bancaires français ou étrangers. Eh bien, c'est les groupes bancaires américains à l'époque qui avaient mis les règles de déontologie les plus fortes. Et quand une banque fait défaut, le risque pénal du dirigeant aux États-Unis existe réellement. Ça va même parfois jusqu'à des personnes qui perdent leur santé et leur vie. En France et en Europe, cette logique de compliance qu'on appelle vraiment de policy, qui est dans la maison, qui est une éthique très forte, eh bien, est au balbutiement par rapport à ce qu'ont été les techniques de management et de gouvernance dans les banques américaines. Et que celui qui travaille chez Goldman Sachs ou chez Morgan Stanley fasse bien attention à ce qu'il fait, car non seulement je crois bien sûr moins à la justice, parce qu'elle n'est que nationale et elle ne réglera pas ces questions-là, par contre, je crois énormément au contrôle interne, au reporting interne et à la sanction de personnes qui sont là pour contrôler. Comme la Chambre régionale des comptes doit contrôler la collectivité locale, il y a des autorités de marché et il y a des autorités internes dans chacune des entreprises visées qui doivent être renforcées pour permettre d'éviter ces dérives. Précisément, voilà. J'ai précisément une question sur l'indépendance du contrôle interne des banques. Et là, j'ai même 2 questions là-dessus en disant, mais est-ce qu'il y a vraiment indépendance du contrôle interne des banques? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire dans ce domaine? Mais vous pouvez compléter, si vous voulez, Monsieur Maujean, Madame Orange, Monsieur Coquerel. Oui. Non, mais je crois que la question de la déontologie personnelle, évidemment, c'est toujours important. Mais enfin, moi, j'ai tendance à préférer les lois et les règles et le contrôle public. Voilà. Et j'ai tendance... Attendez, je vous laisse parler. Vous parlez longtemps à côté de moi, donc je vais essayer de plus court. Et j'ai tendance à penser que dans n'importe quelle activité humaine, je ne crois pas au fait que les arbitres appartiennent à une des parties. Donc le contrôle fait par les banques sur leur activité, dans le cas de Kerviel, on a vu ce que ça a donné. Parce que je crois que c'est un peu facile. Le seul nom qu'on a cité tout à l'heure en tant que délinquant à col blanc, c'est Kerviel, qui lui-même a plutôt largement été en réalité, je dirais, le signe d'une dérégulation. Excusez-moi, je vous assure, d'une dérégulation et d'un système qui fonctionne justement toujours en réalité aux marges de la légalité, pour les raisons tout à l'heure qui ont été dites également par Eva. C'est qu'il n'y a pas un jugement moral. C'est-à-dire que le boulot des banques et de la finance, je l'ai dit aussi tout à l'heure, ce n'est pas de respecter les règles, c'est de faire en sorte de faire profiter les actionnaires de ce qu'ils veulent. Donc à partir de là, on est toujours aux limites de la régularité, tout comme l'optimisation fiscale. Moi, je crois que si on veut se poser la question qui était posée,
Est-ce que l'Union européenne peut faire quelque chose? Bien. Alors je dirais, la première chose, c'est qu'il faut un contrôle public. Il faut des autorités publiques qui soient indépendantes. Et là, à partir de là, ce que disait Eva tout à l'heure est juste, il faut des moyens. Alors, avec les politiques d'austérité aujourd'hui, les moyens, on ne va pas les chercher dans les agents de l'État ou des administrations qui permettront de le contrôler, soit dit en passant. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, on parlait du pantouflage tout à l'heure, mais là on est en plein dedans. Monsieur Draghi est un ancien de Goldman Sachs. C'est-à-dire que les institutions privées qui conseillent à un moment donné les banques par rapport à des spéculations toxiques, c'est les mêmes à un moment donné qui sont amenés soi-disant à les contrôler. Et vous avez un exemple absolument frappant qui s'est passé, puisque aujourd'hui c'est quand même ces institutions qui sont les premières remboursées de ce qu'elles ont commis, c'est que tout le monde savait que les banques grecques étaient en train de faire de la spéculation à haut risque, de la spéculation toxique, qu'ils étaient conseillés par des entreprises comme Goldman Sachs directement, et que, je n'ai plus son nom, je demandais à Eva, elle ne s'en rappelait pas non plus, mais en tout cas, on se souvient bien que c'était le cas. La personne qui a été chargée de faire appliquer les plans d'austérité, et justement, au niveau de l'État grec, appartenait à Goldman Sachs. Donc, à partir du moment où vous mettez les gens qui, en réalité, ont des profits des deux côtés, eh bien, la délinquance financière, ce n'est même pas la délinquance, ils s'arrangent pour avoir toujours les lois pour eux, la délinquance financière a un bel avenir. Et moi, je suis d'accord, pour faire en sorte que ça cesse, au-delà des questions de contrôle public et autres, eh ben, il faudra un de ces quatre que les délinquants financiers, les délinquants à col blanc, aient à peu près le même genre de peine que des voleurs des mobylettes, et c'est loin d'être le cas. Alors, on pose d'autres questions. Madame Orange, vous avez d'autres questions? Allez, question Chavagnol. Moi, j'ai bien aimé le... Ah, mais Madame Berès, oui. Non, mais moi, je veux juste dire un mot là-dessus, parce que je vois dans les propos d'Éric Coquerel quand même une petite contradiction. Parce que si on veut pas que le contrôle se fasse en interne dans les banques, et je crois qu'il faut être réaliste, c'est quoi le front office et le back office, ça fait pas vraiment le contrôle suffisant, et c'est bien pour ça qu'il y a des superviseurs. Et si on veut qu'il y ait des supervisions à peu près efficaces, c'est un machin qui s'appelle l'Europe dont on a besoin. Et ce qu'on a contribué à mettre en place dans cette mandature, c'est quand même justement une montée en puissance deux vrais superviseurs européens. Alors, je sais bien, c'est pas parfait, c'est pas tout exactement comme on voudrait. Il faut les renforcer. Il faut pas qu'à travers tel ou tel mécanisme, ce soit un retour à la régulation nationale. Ils ont besoin de plus de moyens. Mais enfin, ne jetons pas tout par-dessus la fenêtre. Ce qui a été fait dans cette mandature, sous la pression de la crise, ça va au-delà des conclusions qui étaient dans le rapport de Jacques de la Rosière. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus ignorer complètement ce qui a été engrangé. Et d'où la réponse à la question fondamentale qui est posée. Pour avoir des bons contrôles des banques, il faut avoir des bons superviseurs. Le contrôle interne. Mais européen. Au niveau européen. Quand on a affaire à une banque qui agit à l'échelle européenne, c'est évidemment européen. Oui, tout à fait. Parce que sinon, en plus, il y a quand même le risque qu'on soit too close to speak. Puisque Pervenche Berès m'a interpellé, je dirais juste aussi une chose, c'est qu'on peut avoir tous les bons superviseurs qu'on veut, mais si on a des traités qui se donnent pour fonction... Mais bien sûr, excusez-moi, oui, c'est toujours le même problème. Oui, effectivement, ça ennuie certaines personnes de rappeler qu'il y avait des gens qui étaient pour ou contre les traités. D'accord ? Bon, non, mais je le comprends. C'est d'ailleurs tout comme... Mais oui. Non, je ne révise pas mes livres d'histoire, ils sont exacts. On sait ce qui s'est passé au traité constitutionnel européen. On a tous des bonnes mémoires. Mais je dis juste une chose, c'est que l'article 63, que je n'ai pas lu tout à l'heure intégralement, du traité de fonctionnement de l'UE, qui explique que toutes les restrictions au mouvement des capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites, eh bien, il faut voir que nous sommes donc dans un système où tout superviseur, les meilleurs qu'ils soient, seront une goutte d'eau par rapport à un système qui est basé justement sur la libéralisation des échanges financiers. Bon, et il y a des gens qui ont été pour ces traités et des gens qui ont été contre. Mais les gens qui ont été pour ces traités, welcome, ils peuvent nous rejoindre dans cette bataille, il n'y a aucun problème. Alors, sur la responsabilité des dirigeants, donc c'est parfait. Alors, qui veut répondre ? Madame Joly. La responsabilité pénale des dirigeants, elle existe. Manipuler les Libor, utiliser est un délit. Et c'est donc au parquet d'enclencher une enquête. Le problème, c'est que ça dure très longtemps, que c'est très compliqué, que ça aboutit rarement. Et vous avez pu observer que en Europe, ça n'a jamais été le cas aujourd'hui. Le délit de présentation de faux bilans qui est très fréquent dans le secteur bancaire, qui crée beaucoup d'injustice. Et
et que donc il faut renforcer l'appareil judiciaire qui permet de détecter, de poursuivre et d'obtenir des jugements. Mais dans l'état de dénuement de la justice des États, françaises ou italiennes, à l'exception peut-être de l'Allemagne, ce n'est pas demain la veille. Donc c'est pourquoi les amendes infligées par les régulateurs est un moyen, parce que c'est plus rapide et on a est incroyablement répandu, jamais puni, à peu près jamais puni. Et les mécanismes sont multiples et connus. Et donc, ce n'est pas le problème de l'existence de la responsabilité pénale, ce n'est pas le problème d'absence de règles. On les a, toutes ces règles, mais c'est leur difficulté de mise en œuvre parce qu'ils sont en compétition avec toute autre sorte de délinquance. Et ça a été vraiment une partie de mon combat, qui est de dire qu'il s'agit d'une délinquance gravissime. Bonsoir, moi je voulais aborder un tout autre sujet qui est celui des sanctions. En ce moment, chaque semaine ou chaque jour, on a une annonce d'une amende, d'une sanction, d'une transaction amiable entre une banque et un régulateur qui se compte en centaines de millions, voire en milliards d'euros. Très récemment, on a eu la Commission européenne qui a infligé des amendes pour avoir manipulé les taux d'intérêt à une série de banques européennes. Et les traders concernés sont rarement mis en cause, les dirigeants encore moins. Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il faut durcir le régime de responsabilité des dirigeants bancaires et envisager des responsabilités pénales? Première question. Et deuxième question, est-ce que l'Europe est capable de faire ça? Bon, ben ça tombe bien parce que j'ai deux questions. Parce qu'évidemment, Unicredit, avant de passer 9 milliards de provisions, le bilan était faux. Parce qu'elle n'a pas découvert ça du jour au lendemain. Et donc, on voit bien là qu'il n'y a pas une équipe de substituts, d'enquêteurs pour venir dire mais votre bilan jusqu'à tel jour, depuis combien de temps vous saviez, est-ce que vous avez communiqué au marché, est-ce que vous avez dit évidemment tout ça, ce n'est pas vrai. Le secteur bancaire, je pense qu'il pratique tout ce qui peut être fait sera fait et que le délit d'initié